Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Donald Trump évacué après des tirs lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Des coups de feu ont été entendus. Le tireur isolé a été arrêté et interrogé. Notre correspondante y était. La sécurité du président américain en question. L'hôtel où était organisé ce dîner était facilement accessible. C'est la troisième fois que Donald Trump est au cœur d'une attaque. Un accident de la route mortel dans la Marne hier soir. 4 jeunes garçons âgés de 16 à 20 ans sont morts. Leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale. Et puis notre zoom du dimanche vous emmènera sur les traces de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood, au cœur de l'Angleterre du Moyen-Âge. La légende est au pied de ces chênes multicentenaires. C'est l'événement le plus mondain de la vie politique américaine qui a donc failli tourner au drame la nuit dernière. Des coups de feu ont retenti au dîner annuel des journalistes accrédités à la Maison-Blanche, où se trouvait pour la première fois Donald Trump et toute son administration. Le président américain a vite été évacué. Antoine Bourdariès avec notre correspondante à Washington, Sonia Drilly, qui a assisté à la scène. Le dîner des correspondants à la Maison-Blanche venait de débuter lorsque les coups de feu retentissent. Sur scène, aucune réaction. Un mentaliste divertit le couple présidentiel. Après de longues secondes, le visage de la première dame se fige. Dans la salle, les convives situés près de l'entrée sont les premiers à réaliser qu'une attaque est en cours. Tout de suite, le vice-président américain est pris en charge par son service de sécurité. Quelques secondes plus tard, Donald Trump est évacué à son tour. Dans la précipitation, il trébuche avant de sortir de la salle. Dans l'Assemblée, composée essentiellement de journalistes, poussez-vous de là! C'est la confusion la plus totale. Pour se protéger, certains convives se jettent à terre. Notre correspondante à Washington était présente dans la salle. On était tous sous l'état parce qu'on a entendu ce qui ressemblait à des tirs. Et je vois là les membres de l'administration partir. Le cortège présidentiel escorte Donald Trump jusqu'à la Maison-Blanche. Une fois mis en sécurité, c'est le président lui-même qui publie ses premières images de l'attaque. Sur la gauche, on voit clairement l'assaillant courir à toute vitesse à travers les contrôles de sécurité. Plusieurs agents se retournent, dégainent leurs armes. L'homme est stoppé avant d'avoir pu rentrer dans la salle du dîner. Encore une fois, c'est Donald Trump qui publie sur les réseaux sociaux cette photo du suspect au sol après son arrestation. Dans la soirée, il a aussi tenu une conférence de presse pour livrer les premiers éléments de l'enquête. Un homme a foncé sur les contrôles de sécurité. Il avait plusieurs armes et il a été neutralisé par quelques membres très courageux du Secret Service qui ont agi très rapidement. Autour de l'hôtel où se tenait le dîner, un important dispositif policier boucle le quartier. Les convives, en smoking et robe de soirée, sont à leur tour évacués. Ils nous racontent l'angoisse, la panique au moment de l'attaque. On a entendu boum boum boum. Au fond de la salle, on a tout de suite compris. Et c'est là que j'étais placée. J'ai eu peur, évidemment. On a beaucoup attendu, jusqu'à ce qu'il commence à nous dire de partir. Aucun invité n'a été blessé dans cette attaque. Pendant l'échange de tirs avec l'assaillant, un membre des forces de l'ordre s'est fait tirer dessus. Il a été protégé par son gilet pare-balles. Et partons tout de suite à Washington, retrouver Justine Jankowski. Bonjour Justine, vous êtes devant l'hôtel où tout s'est déroulé. La journée commence à peine aux États-Unis, on imagine. L'Amérique sous le choc. Oui, la nouvelle est partout dans la presse américaine. Elle fait la une de tous les médias, comme vous pouvez le voir avec cette couverture du Washington Post qui titre « Chaos au dîner des correspondants ». Il est 7 h du matin ici à Washington. Les Américains se réveillent sous le choc. Il faut vous imaginer qu'on est donc devant cet hôtel où a eu lieu l'attaque. On est en plein cœur de la capitale, dans le centre-ville, dans un quartier très animé avec des bars, des restaurants. Les Américains se questionnent notamment sur la sécurité
sécurité qui entoure leur président, notamment pour un tel événement. En revanche, ils ne sont malheureusement pas surpris par ce niveau de violence politique. D'ailleurs, cette attaque, elle rappelle forcément la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan. C'était en 1981 et c'était devant ce même hôtel. Merci beaucoup, Justine. Alors, comment expliquer qu'un tel événement ait pu se produire dans un lieu où le président des États-Unis et toute son administration étaient réunis? Les questions autour des failles de sécurité ont très vite été soulevées, d'autant que l'hôtel, Justine vous le disait, avait déjà été le théâtre d'une tentative d'assassinat contre Ronald Reagan en 1981. Laszlo Gelabert, Dominique Verba et Barbara Delade. Voilà la zone de sécurité par où on doit passer. Des agents du FBI filmés par une journaliste juste avant le gala. À côté, des détecteurs de métaux, passage obligé pour entrer dans la salle. Pourtant, depuis cette nuit, des personnalités publiques américaines crient au scandale. Cet échec des protocoles de sécurité les plus élémentaires, aussi inexplicable qu'inexcusable, exige une enquête immédiate. Sur ces images de vidéosurveillance, l'assaillant passe en force devant les agents de sécurité. Selon la police, il avait loué une chambre dans cet hôtel. Il était armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Y a-t-il eu des failles de sécurité? Le gala de presse était organisé ici, au Washington Hilton, 12 étages, 1200 chambres et un argument mis en avant sur leur site internet. Notre lieu emblématique accueille des présidents américains et des dignitaires internationaux depuis son ouverture en 1965. Hier soir, les contrôles se faisaient juste devant la salle de gala, mais l'accès à l'hôtel lui était libre. Dans le hall, les clients et donc le tireur se trouvaient non loin du gratin de la presse américaine et de l'administration Trump, la porte-parole de la Maison-Blanche, le vice-président J.D. Vance et même le président de la première puissance mondiale. Dès les premiers tirs, les hommes du Secret Service évacuent d'abord le vice-président. Quelques secondes plus tard, Donald Trump est exfiltré à son tour. Sur l'estrade, des agents lourdement armés. À l'extérieur, un impressionnant convoi quitte les lieux à toute vitesse. 1 heure plus tard, Donald Trump, d'ordinaire habitué aux polémiques, l'assure. La salle était vraiment sécurisée. Le tireur est resté à environ 46 mètres, il était très loin de la salle. Et le temps de réaction des agents a été excellent. En 1981, devant ce même hôtel, Ronald Reagan avait été blessé par balle. Le tireur ici à droite avait été immédiatement plaqué au sol par des agents de sécurité. Du côté de l'enquête, l'homme considéré comme le seul suspect a été interpellé. Donald Trump parle d'un loup solitaire. Originaire de Californie, âgé de 31 ans, il comparaîtra demain devant la justice. On ignore encore précisément ses motivations. Il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Elena Depaturo et Vanni Christophe. Au sol, voici le tireur quelques minutes après son arrestation. Sur cette photo, publiée par Donald Trump lui-même. Mais que sait-on vraiment du suspect? Son profil interroge. Cole Thomas Allen, 31 ans, ingénieur et développeur de jeux vidéo en Californie, jusque-là inconnu des services de police. Il était également enseignant dans cette agence de soutien scolaire privé, élu professeur du mois en décembre 2024. Sur LinkedIn, il y a 1 an, le voici en tenue de diplômé, titulaire d'un master d'informatique dans une prestigieuse université de Californie. Ce matin, l'établissement réagit. Un étudiant appelé Cole Allen a bien été diplômé en 2025, mais nous ne pouvons confirmer s'il s'agit du même suspect identifié. Alors quelles étaient ses motivations? L'enquête le dira. Selon le président américain, le suspect a agi seul. Je pense que c'est un malade. Qui d'autre ferait ça, à part une personne malade? C'était un loup solitaire, je crois. De son passé, peu d'informations ont filtré. Soutien présumé de Kamala Harris. Les agents du FBI fouillent sa maison, dans la banlieue de Los Angeles, à la recherche du moindre indice. Comment s'est-il procuré ses armes? Avait-il prémédité son acte? Selon la police, il avait réservé une chambre dans l'hôtel où se tenait la réception. Lui dit n'avoir pas voulu viser directement Donald Trump, mais des membres de la Maison-Blanche. Il a été placé en garde à vue. Il fait actuellement l'objet de 2 chefs d'accusation. Utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse.
Le suspect comparaîtra demain devant la justice américaine. Si l'on ignore encore si c'est bien Donald Trump qui était visé, l'événement rappelle évidemment un autre. C'était le 13 juillet 2024 en Pennsylvanie. Trump, alors en campagne, avait échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Une autre surviendra 2 mois plus tard. Personne ne m'avait dit que c'était une profession si dangereuse. C'est presque amusé le président des États-Unis cette nuit. Nathalie Pellerin, Alice Mouchard et Stéphane Jo. L'image de Donald Trump, l'oreille en sang, en juillet 2024, marque un tournant dans la campagne. Il est alors candidat à la présidentielle. Quelques minutes plus tôt, en plein meeting, regardez ce qui est arrivé à notre pays. Des tirs retentissent. Il s'effondre, touché à l'oreille. Mais presque aussitôt, Laissez-moi remettre mes chaussures. il se relève, visage ensanglanté, le poing levé. Il harangue ses partisans. Les motivations de l'assaillant restent encore floues aujourd'hui. 2 mois plus tard, alors que Donald Trump joue sur le parcours de son golf que l'on voit ici, les agents du Secret Service qui l'accompagnent ouvrent le feu après avoir repéré un fusil sortant des buissons. L'homme qui comptait tirer sur le président prend la fuite. Il sera rapidement arrêté. Il s'agit de Ryan Wesley Rousse, fervent défenseur de l'Ukraine. Pourquoi Donald Trump est-il l'un des présidents les plus ciblés ? Trump a fait toute sa carrière politique en polarisant, en divisant les Américains. C'est-à-dire, il ne cherche pas du tout à rassembler. Il attaque les adversaires. Ceux qui ne sont pas avec lui sont des traîtres. Donald Trump n'hésite pas à s'afficher en miraculé. Il vit du spectacle. C'est un génie de la communication politique. Et donc, d'une certaine façon, il va, il se prête à la dramaturgie aussi, comme aucun autre président. L'histoire des États-Unis est marquée par ces tentatives d'assassinat. 16 présidents américains ont déjà été pris pour cible. 4 ont été tués, dont Abraham Lincoln et John Kennedy. Emmanuel Macron a réagi. L'attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n'a jamais sa place en démocratie. J'adresse à Donald Trump tout mon soutien. Voilà ce que nous pouvions vous dire sur l'actualité principale de ce dimanche. Venons-en à ce tragique accident de voiture dans la Marne. 4 jeunes garçons âgés de 16 à 20 ans sont morts. Leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale hier soir. Le conducteur âgé de 17 ans avait son permis. On ignore encore ce qui a provoqué la sortie de route. Sur place, Tiffaine Leproux et Charlotte Lefettet. Voici une photo de la voiture prise juste après l'impact. Totalement éventrée, encastrée contre cet arbre. Voilà qui permet de se figurer la violence du choc. Après l'intervention des secours, jonchaient encore le sol ce matin des restes de sièges, de vitres, de ceintures de sécurité. Même des morceaux de moteur projetés à 60 mètres de là. L'accident a eu lieu vers 18h30 hier, selon les pompiers, sur cette route départementale de la Marne. À bord du véhicule, 4 jeunes garçons de 16 à 20 ans, tous décédés sur le coup. Le conducteur en avait 17 et venait d'avoir son permis il y a tout juste une semaine, selon des proches des familles. 3 des 4 jeunes vivaient dans ce village, à une vingtaine de kilomètres de l'accident. 2 frères et un de leurs amis. Cet habitant, aussi conseiller à la mairie, les connaissait bien. D'après lui, les garçons empruntaient la départementale pour rentrer d'un festival de voitures d'époque. J'ai appris ça à 20h30, donc je suis descendu voir les familles aussitôt, mais c'était un moment très dur. Le sentiment, c'est une boule au ventre, c'est de se dire qu'il y a 4 vies gâchées de gamins et puis qu'on les reverra plus, quoi. Un accident d'une telle ampleur, cela ne s'est jamais produit par ici, nous disent les autres habitants rencontrés ce matin, bouleversés aussi. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, je me mets à la place des parents. Puis même, avec ça, là, j'ai du mal à en parler, ça me retourne. Ça devrait pas arriver, des choses comme ça. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. Il s'agit d'un accident dramatique dont les causes restent à ce stade à déterminer. Il s'agit notamment de comprendre ce qui a pu provoquer la sortie de route. La mairie d'Aulnay-Lettres envisage de mettre en place une cellule psychologique à destination des familles des victimes.
En Alsace, les forces de l'ordre viennent de démanteler un vaste réseau de voleurs de matériel de chantier. 6 personnes ont été interpellées. Elles auraient sévi dans 7 départements pendant plusieurs mois. Une trentaine de faits a été recensée. Kélian Yousfi, Olfa Layouni et Laurence Claude-Pierre. Ils ont forcé la serrure là. C'était il y a quelques semaines. Ils ont rentré un tournevis dedans. Ce salarié d'une entreprise de terrassement qui souhaite rester anonyme a vu sa camionnette de chantier vandalisée. Tout ce qui était machine électroportatif, oui, voilà, tout ce qui était pour travailler, quoi. Et ce qui avait un peu de valeur, quoi. Entre 4 et 5 000 euros de préjudice. Et son véhicule n'est pas le seul à avoir été pillé dans les environs. Entre le 1er février et la mi-avril, 33 faits de vol de matériel de chantier ont été commis dans 7 départements de l'Est de la France. Les auteurs présumés viennent aujourd'hui d'être retrouvés. Un soulagement pour cet employé. J'espère qu'ils seront punis et que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Ces derniers mois, les gendarmes constataient une recrudescence de ces vols. Avant-hier, ils arrêtent 6 individus âgés de 24 à 43 ans, notamment ici, en Alsace, et les placent en garde à vue. Le parquet de Colmar évoque des personnes appartenant à un groupe criminel organisé transnational. Pour vol en bande organisée, elles risquent 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Machines, pots catalytiques, par leur valeur, ces objets attirent la convoitise des voleurs. Jérémy en a fait les frais l'an dernier. Sa camionnette a été dévalisée d'un montant de 7 000 euros et ses chantiers retardés de plusieurs jours. Le temps d'aller porter plainte, le temps de pouvoir voir tout ça avec les assurances, le temps d'aller revoir, on va dire, nos outillages pour qu'on puisse, on va dire, un peu bosser. Depuis, il a équipé son véhicule de serrures blindées. On a tous opté pour mettre ce genre d'antivol. C'est une sécurité en plus. Exactement. D'autres sociétés de BTP installent des caméras orientées vers la zone de stationnement de leurs camionnettes. Les vols de matériel et d'engins de chantier représentent en moyenne plus d'1 milliard d'euros de pertes chaque année. Où que vous soyez, vous profitez encore d'une journée très ensoleillée. On dépassera facilement les 25 degrés par endroit. Un temps idéal pour penser à ces prochaines vacances. Et vous avez désormais un outil de taille pour vous y aider. L'intelligence artificielle. Un quart des Français l'auraient déjà essayé pour organiser leur séjour. Avec quel résultat? Loane No et Loïc Gorgébus. Des vacances paradisiaques au soleil ou un week-end en amoureux à Londres. Organisé en quelques secondes. C'est aujourd'hui possible grâce à l'intelligence artificielle. Victor a profité de la côte amalfitaine pendant 8 jours avec un programme personnalisé et à moindre coût. On a demandé du coup à l'intelligence artificielle de nous faire un programme par jour qui comprenait une découverte de quartier, un musée. Pour Victor, les agences de voyage, c'est terminé, tout comme les heures de recherche sur Internet. Je me perdais dans les sites et j'avais mis au moins plus d'1 heure, 1 heure et demie pour comprendre vaguement ce qu'on pouvait faire en fait. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu planifier en fait notre voyage en moins d'une demi-heure. Mais est-ce une méthode fiable? Nous avons testé, le gain de temps est évident. Notre programme pour un séjour atypique à Paris est prêt en 20 secondes. En revanche, pour l'originalité, il faudra se contenter de quartiers connus. Nous avons aussi demandé les offres de prix d'hôtel. Résultat, une différence de 20 € par nuit entre le prix affiché par l'IA et le prix réel sur la période demandée. Pour ce spécialiste, cet écart n'a rien d'étonnant. Aujourd'hui, l'IA, elle proposera pas réellement les meilleurs tarifs parce qu'elle n'a pas accès en fait au moteur de réservation des hôtels. Pour garantir le meilleur tarif, il faudra toujours, en tout cas actuellement, aller sur le site de l'établissement. Attention donc à toujours vérifier ces informations. Beaucoup se retrouvent confrontés à des lieux qui n'existent pas ou à de mauvaises informations de visa. C'est le cas de ce couple d'Espagnols qui pensait partir à Porto Rico. J'ai demandé à ChatGPT si j'avais besoin de visa. Il m'a dit non et j'ai pas vérifié. Je ferai plus jamais confiance à Stockard. Même si l'IA n'est pas infaillible, elle devient un réflexe, surtout chez les jeunes de moins de 30 ans. Les agences de voyage et comparateurs de séjour développent eux aussi leur propre intelligence artificielle pour conserver leur clientèle. Passons maintenant à table et directement au dessert, avec une pâtisserie iconique qui vit en ce moment une seconde jeunesse. Le flan s'arrache, c'est devenu une star des réseaux sociaux. Et comme il y a autant de flans que d'adeptes, plusieurs concours départagent les meilleurs de France. Christine Chapelle, Cléa Joanneau et Pierre Humet ont assisté à la compétition.
Du sucre, des œufs, du lait, de la crème, des ingrédients simples, une recette basique. Mais ces 18 pâtissiers sélectionnés dans toute la France vont tenter de la sublimer. C'est bon pour tout le monde? Bon courage, on est parti! Ils ont 4 heures pour réaliser le meilleur flan. 4 heures de stress et d'application. Avec l'habitude de le faire, des fois on peut aller trop vite, donc on peut oublier une étape. Dans cette salle, 6 jurés ont la lourde tâche de goûter les 18 flans. Aspect, origine des produits, texture et bien sûr saveur, tout est pris en compte. Pour moi, un bon flan, c'est une flan qui est avec une texture crémeuse. Pas trop sucré. Alors idéalement peut-être à la vanille plutôt. Bon, mais c'est un peu la Madeleine de Proust en fait. Le flan, c'est le dessert boulanger par excellence. Un temps considéré comme passé de mode, la profession le remet aujourd'hui au goût du jour. On profite d'un concours pour remettre un coup de projecteur sur un produit simple, de base, pas de fioritures dessus. C'est un produit qui est vendu à la part, donc vous êtes relativement limité à un décor qui est à la portée de toutes les bourses. Annonce des résultats. La première place est attribuée à Clara Rodriguez. Pour déguster le flan de Clara, il faudra aller à Metz. Qu'est-ce que votre flan a de si particulier? Déjà, il est époustouflant. Et une bonne crème et une bonne pâte feuilletée. Si ces concours existent, c'est que le flan est tendance. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que lui. Les gens viennent de partout pour déguster 350 grammes de pur bonheur. It is the flan. De base, j'aime pas les flans. Mais bon, apparemment, comme tout le monde parle de cette adresse, il fallait que je teste. Et des boutiques spécialisées s'ouvrent partout. Cette pâtisserie parisienne ne fait que ça et a tous les parfums inimaginables. En ce moment, c'est la collection régressive. On a le riz au lait, pour rappeler vraiment le riz au lait de l'enfance. Ensuite, on a la cacahuète pour le côté peanut. Ensuite, on a le chocolat chaud avec de la guimauve. Et ensuite, on a vraiment le cookie avec de la pâte à cookies. Régressif, rassurant, le flan nous parle à tous. Tout le monde a un souvenir autour du flan, lié à l'enfance, à la sortie de l'école, la grand-mère qui prépare un flan dans la cuisine. Et je pense que le flan, c'est un peu le nouveau macaron. Il y a ceux qui l'aiment traditionnel. Il faut rester sur un classique, le flan vanille. Et ceux qui osent l'aventure. J'avais remarqué déjà cette boutique et comme on était dans le quartier, on a décidé de passer. Et, franchement, j'espère ne pas regretter. Face à l'inventivité de tous ces pâtissiers, on a de fortes chances de rester comme 2 ronds de flan. Oh, joli. Place maintenant à notre zoom du dimanche. Et en ce week-end ensoleillé, rien de mieux qu'une balade en forêt. Mais pas n'importe laquelle. Cap sur un bois mythique au cœur de l'Angleterre, la forêt de Sherwood, sur les traces de son illustre personnage, Robin des Bois, entre les chênes centenaires, parfois millénaires. Mathieu Dupont et Christophe Niolac au plus près de la légende. Il y a des forêts où se promener dans les bois est un voyage mystérieux et envoûtant. Un voyage dans l'imaginaire. Sherwood, au cœur de l'Angleterre et de celle-là, la légende est au pied de ces chênes multicentenaires et elle a un nom. Robin des Bois. Cette forêt, elle parle à tout le monde. Quelle belle histoire. La belle histoire remonte au Moyen-Âge. Le brigand au grand cœur se cachait dans cette forêt du comté de Nottingham pour y détrousser les riches et donner aux pauvres. La forêt de Sherwood est remplie d'endroits sombres. Mais le mieux, ce sont ces chênes. À l'intérieur, c'est plein de trous où l'on peut se cacher quand on est hors la loi. Aujourd'hui, Ronnie, alias Robin des Bois, apparaît et disparaît au rythme des visites touristiques. Et puis parfois, sous un arbre, il tombe sur le responsable de la promotion de la forêt de Sherwood. Visiblement, les hommes se connaissent bien. Vous connaissez Robin des Bois? La forêt, c'est chez lui. Robin des Bois est la forêt de Sherwood. Il inspire une légende et cette légende pousse les gens à venir le découvrir. Cette histoire touche le monde entier. Mais au-delà du mythe, cette forêt n'est vraiment pas comme les autres. Vous entendez? On entend un pivet au loin. Des dizaines d'espèces d'oiseaux chantent dans la forêt de Sherwood, comme ce rouge-gorge. Et devinez, comment dit-on rouge-gorge en anglais? Robin, bien sûr.
Nous poursuivons notre promenade dans ce parc naturel protégé où les chênes se tordent, font des nœuds et s'exposent comme des tableaux d'une nature devenue artiste. Et ici, personne ne s'étonne de croiser une légende. Salut les promeneurs. Vous connaissez cet homme? Robin des Bois, bien sûr. Robin des Bois, ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Un peu plus loin, voici l'autre star de la forêt, le Major Oak. Un chêne exceptionnel, le plus vieux d'Angleterre. Son âge, incroyable, plus de 1000 ans. Un tronc de 10 mètres de circonférence, 28 mètres de haut et surtout un poids de 23 tonnes, avec des branches si lourdes qu'il faut les soutenir pour éviter que l'arbre ne s'écartèle. Un mystère que des chercheurs de Cambridge tentent de percer derrière ce petit ruban rouge. C'est là qu'ils ont pris de la sève pour déterminer l'ADN et aussi des bouts de feuilles. Le but était de percer le secret du Major Oak. Pourquoi est-il si gros et vit-il si longtemps? Lui aussi, c'est une légende dans le monde entier, comme Robin des Bois. En sortant de la forêt, nous arrivons dans le petit village d'Edwinston. Là aussi, les traces de notre brigand sont bien présentes, jusque dans cette église. C'est là que la belle Marianne aurait donné son cœur à Robin des Bois. Bonjour, bienvenue à l'église Sainte-Marie. Terence est bénévole. Il ouvre les portes de Sainte-Marie 3 heures par jour et entretient bien l'histoire. Autrefois, il y avait une porte ici pour entrer dans l'église, et ce qu'on croit, c'est que Robin des Bois et Belle Marianne se sont mariés juste là. Mais la surprise est au fond de l'église, sur le vitrail. Vous me montrez ? Le vitrail a été restauré il y a 120 ans. Et l'homme qui l'a réinstallé me dit « Il y a un mystère caché, un visage secret sur le vitrail. Ça pourrait bien être Robin des Bois ou Marianne, difficile à dire. » Nous ne saurons sans doute jamais. Alors allons jusqu'à Nottingham, grimpons jusqu'au château construit au Moyen-Âge sur un rocher calcaire à 40 mètres de haut, détruit puis reconstruit au XVIIe siècle. Sous ce château, c'est un gruyère. Un tunnel descend jusqu'à la ville et ça glisse. Faites attention, hein. Et Barry l'affirme, seul Robin des Bois connaissait ce passage secret. C'est par là qu'il a fait s'évader son ami Petit Jean, qui avait été capturé par le shérif de Nottingham. En sortant, le shérif avait bien du mal à les rattraper et pour cause, les sous-sols de la ville sont aussi un paradis pour les brigands. Pendant 7 siècles, plus de 800 cavernes ont été creusées, reliées les unes aux autres, offrant des cachettes protégées par un système d'alarme, disons, rudimentaire, mais très efficace. Alors c'est dans cette caverne que les criminels se cachaient. Et ils avaient une alerte. Les enfants assis sur la route au-dessus. Quand ils voyaient la police, ils attrapaient des cailloux et les jetaient dans ce trou. Quand les cailloux tombaient par terre, c'était le signal. La police arrive! Et tout le monde s'enfuyait le plus vite possible. Et dans leur fuite, la légende l'affirme, Robin et ses joyeux compagnons ne rataient jamais l'occasion de fêter leur évasion ici, dans la plus vieille auberge d'Angleterre, 8 siècles et demi, appuyée sur la falaise. Richard Cœur de Lion y aurait réuni ses soldats au XIIe siècle avant de partir en croisade à Jérusalem, d'où le nom, creusé en partie dans une falaise de grès. Robin des Bois, c'est lui, mon Robin des Bois. Aujourd'hui, à tous les étages, on y sert un excellent Fish and chips. Bien copieux. C'est juste un classique anglais. Et au bar, une bière, la Old Trip, brassée spécialement pour le pub, dont le patron nous livre le secret. Il y a un arrière-goût de caramel. Donc c'est simple, plus le verre descend et plus le goût reste. Et donc, vous en reprenez une autre. Allez,
il est temps de reprendre un peu d'air frais dans cette campagne anglaise autour de Sherwood. Un paysage sillonné par des dizaines de cavaliers. Tout autour, ce sont les terres de Robin. Ici, je ne sais plus très bien. Je crois qu'il s'est battu avec Petit Jean, non? Je crois, je dis bien je crois, qu'ils se sont battus ici. De l'humour et de la voix. Robin Hood, takes from the rich, gives to the poor. Robin Hood, Robin Hood. Je la connais pas en français. Nous allons terminer notre parcours imaginaire à quelques kilomètres dans un cimetière, celui de la petite église fleurie de Sainte-Marie de la Purification à Blidworth. À l'entrée du cimetière, une stèle mystérieuse à la forme étrange. On dirait une flèche. Il n'y a aucun nom, juste des bouts de bois et des petits cailloux déposés là par des inconnus. Alors une dernière fois, imaginons. Et si c'était lui, sur cette colline, avec cette vue imprenable sur la forêt de Sherwood? Avouons-le, après ce périple, nous, on a bien envie d'y croire. Et restons en Angleterre avec cet exploit au marathon de Londres. Le Kényan Sébastien Coe vient de devenir le premier athlète de l'histoire à courir 42 km en moins de 2 heures. Temps final, 1 heure, 59 minutes et 30 secondes. Bravo à lui. Sur LCI Canal 15, édition spéciale autour de Christophe Moulin sur les derniers développements de l'actualité de ce dimanche. Donald Trump évacué après des tirs lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Des coups de feu ont été entendus. Le tireur isolé a été arrêté et interrogé. C'est la 3e fois que le président américain est au cœur d'une attaque. Dans un instant, grand reportage consacré aux héritages familiaux qui ne sont pas toujours une bonne nouvelle. Des dettes cachées pendant des années, un bien immobilier cher à rénover ou une montagne d'objets déroutants dont on ne sait pas forcément quoi faire. A tout de suite. Là, on a les appareils photo, on a les caméras. On voit rien tellement il y en a. Voilà. C'est comme des avalanches. C'est oppressant, c'est fatigant.